Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans cette émission de rentrée, saison 5 de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Alors voilà, depuis 4 ans, l'association Résonance accompagne des déficients visuels et plus largement des familles touchées par la déficience visuelle à s'emparer de l'outil radio afin qu'ils portent leur voix. Émission co-construite de A à Z au gré des humeurs, des envies de chacun et chacune. Alors si de votre côté du poste, vous tombez sur cette émission pour la première fois et que de près ou de loin vous êtes vous-même touché par la déficience visuelle, eh bien vous êtes les bienvenus à rejoindre l'aventure et quand bien même vous n'avez d'ailleurs jamais fait de radio vous-même. Vous pouvez nous soumettre une idée ou directement en prendre le micro selon vos envies. Contactez-nous par notre page Facebook, facebook.com/l'imaginoire, par mail, l'imaginoire@lilo.org ou en contactant votre radio qui nous transmettra le message. Mais trêve de blabla, à l'attaque. Au menu du jour, une nouvelle rencontre sous forme de portrait inspirant avec Lise, qui n'est autre d'ailleurs que la compagne de Pierre-Marie, dont le témoignage a clôturé la saison précédente. Et en fin d'émission, une toute nouvelle chronique de La Peau, concoctée par Valérie. Alors, bienvenue, bonne écoute, et on se retrouve à la fin de l'émission afin de se dire au revoir. Bonjour, je m'appelle Lise Wagner, j'ai bientôt 43 ans. Et je suis née malvoyante, probablement, puisque en fait ma vue n'a pas été testée dans ma petite enfance, donc c'est une supposition de par ce qu'on sait par la suite. Je suis née dans une famille qui ne connaissait absolument rien au handicap visuel, avec des parents voyants, aucun antécédent. Et en fait j'ai une rétinite pigmentaire, donc c'est une maladie dégénérative de la rétine. C'est une maladie qui est progressive et dans mon cas, il se trouve que des personnes de ma famille se sont aperçues dans ma première année que je ne suivais pas bien des yeux, donc ils se sont un petit peu interrogés. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à marcher que les difficultés ont semblé évidentes puisque je trébuchais pas mal sur les obstacles. Il se trouve que donc, mes parents étaient installés dans les Hautes-Alpes, un département rural assez peu peuplé et donc assez peu pourvu en médecins et en spécialistes, notamment de la vision. Donc comme j'avais aussi beaucoup de familles à Lyon, on est assez naturellement allé à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Mais le diagnostic a été très long à venir. Finalement, l'expression rétinite pigmentaire a été employée alors que j'avais, je crois, 9 ans. Donc pendant toute cette période, ça a été quand même une errance médicale, beaucoup de questionnements pour mes parents. Et surtout que j'ai 2 frères qui sont venus après moi. En fait, je suis dans une fratrie où nous sommes 5. J'ai 2 sœurs qui sont passés au travers, mais j'ai 2 frères qui sont également concernés par la rétinite pigmentaire, qui sont plus jeunes. Donc en fait, moi j'ai grandi dans ce petit village des Hautes-Alpes, où il y avait une seule école qui était une classe unique, qui allait du niveau CP au niveau CM2, et donc il n'y avait pas d'école maternelle. Donc j'ai pas fait d'école maternelle. Je dis souvent qu'il faudrait que je rattrape ce retard quand même parce que c'est pas normal. Et je suis entrée à l'école de mon village avec une institutrice qui était proche de la retraite et qui voyait pas d'un très bon œil d'accueillir une enfant qui avait des particularités de ce genre. Je trouve que je suivais plutôt bien, donc l'instit a accepté de me prendre dans sa classe. Donc je suis restée en milieu ordinaire, avec bien sûr certaines difficultés, puisque déjà quand on apprend à lire et à écrire, ça tombe bien, c'est écrit gros, c'est bien contrasté, mais dès qu'on avance dans les classes, c'est écrit de plus en plus petit, et ça a commencé à me poser problème. L'autre problème, c'est que je ne voyais pas les lignes sur les cahiers, elles n'étaient pas suffisamment contrastées. Donc ma mère a passé des après-midi entiers à tracer les lignes au stylo sur les cahiers pour que je puisse les voir, qu'il y ait suffisamment de contraste pour que j'apprenne à écrire sur les lignes.
Ma maladie, la rétinite pigmentaire, fait que j'ai perdu la vision périphérique. C'est sûr qu'une personne normalement constituée, quand elle écarte les bras, elle voit ses deux mains sur les côtés. Pour moi, ça c'est de la science-fiction, j'ai jamais connu ça. Mais je pouvais pas le savoir puisque j'avais pas de point de comparaison. Moi, en vision centrale, j'étais capable de lire des lettres, j'étais capable de voir des couleurs. Après, on s'est aperçu que ma vision des couleurs a été très très altérée. Il est clair que tout ce qui était graphique, ce qui était carte de géographie, schéma en sciences, ça me posait énormément de problèmes. Je sais pas, on peut lui trouver toutes les excuses du monde à cet institut, mais en tout cas, elle n'a pas fait preuve d'une grande compréhension vis-à-vis de moi. Et je me souviens que quand j'étais pas capable de répondre à ma leçon de géographie, de placer, souvent il fallait placer des étiquettes sur une carte, j'étais pas capable de le faire, mais j'étais punie. J'avais des verbes à conjuguer, donc ce qui me fait souvent dire que je suis bien meilleure en conjugaison qu'en géographie, même si j'ai heureusement rattrapé mes lacunes un petit peu par la suite, mais il fallait que je m'adapte et c'était comme ça. Mais je crois que j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là que si je voulais rester en milieu ordinaire, il fallait que j'en fasse 2 fois plus que les autres. Donc après, je suis rentrée au collège. La nouveauté, c'est que j'avais, au lieu d'avoir une seule enseignante, j'en avais plusieurs et qui étaient plus ou moins compréhensifs. Plutôt moins que plus en général, mais encore une fois, je me suis adaptée. J'avais pas d'accompagnement particulier. Je dépendais de mes camarades de classe pour aller à la cantine, pour pas mal de choses qui étaient finalement pas prises en charge par les adultes. Moi, justement, quand on parle des débats entre enseignement spécialisé ou inclusion, je suis quand même assez critique vis-à-vis de l'inclusion telle qu'on la pratique aujourd'hui, parce que pour moi, il n'y a pas les moyens qu'il faudrait en face. Quand on met des auxiliaires, des AESH, pour aider les enfants à l'école, mais finalement, parfois, l'assistance elle va un petit peu trop loin ou pas assez. Dans les écoles spécialisées, il y a aussi tout un accompagnement aux activités de la vie journalière, apprendre à des astuces aussi pour pouvoir manger proprement, pour pouvoir s'habiller, faire ses lacets, entretenir ses affaires, plein de petites choses finalement que moi j'ai pas eu à l'école et dont j'aurais peut-être eu besoin. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire en compagnie de Lise, 43 ans aujourd'hui, atteinte de rétinite pigmentaire, et qui nous raconte son parcours scolaire en milieu ordinaire. Retour à l'entretien. Donc au lycée, j'ai eu des cours de braille et des cours de dactylo, pour apprendre à taper au clavier, ce qui m'a ouvert l'accès à l'informatique. Alors j'ai passé mon bac de manière un petit peu, avec des aménagements faits un petit peu de bric et de broc parce que j'ai eu certains examens en agrandi, d'autres en braille. Je me souviens que l'épreuve d'histoire géo, il y avait le choix entre 3 sujets. Il y avait 2 sujets de dissertation où il y avait des cartes à remplir, ce dont j'étais absolument incapable. Et le 3e sujet que j'étais obligée de choisir par défaut, c'était un commentaire de documents. Mais les documents, je ne les avais pas, je n'avais que des descriptions de documents. Et donc j'avais un sujet qui faisait 50 pages en braille. Et l'épreuve d'histoire géo était particulièrement compliquée.
à cause de ces conditions d'examen que j'ai eu droit à un point de rattrapage en histoire géo, ce qui m'a permis d'avoir une mention au bac que je n'aurais pas eu autrement. Mais j'étais un peu limite pour la mention et ils m'ont rajouté un point sur l'histoire géo. Bon, je pense que c'était pas volé quand même. Et rassurez-moi, on a fait des progrès depuis, non, dans l'accompagnement en milieu ordinaire, non? J'aimerais bien être rassurée, Mais non. rassurée et rassurante. Mais à vrai dire, je n'en sais rien. Alors, ce que je sais, c'est que mon frère, qui est passé quelques années après moi, lui, ses copies n'étaient pas anonymisées. D'accord. Est-ce un progrès? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, lui, je sais qu'il a rendu sa production tapée à la machine. Je suis pas certaine que ce soit tant amélioré que ça. Je pense qu'il y a des choses qui se sont améliorées, mais pas forcément de manière significative, pas forcément partout. Je pense qu'il y a des grandes disparités entre les grandes villes où il y a des spécialistes. Dans des départements plus ruraux, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que dans les Hautes-Alpes, aujourd'hui, ce soit bien mieux que ça n'était à mon époque. Donc c'est pour ça que quand on parle d'inclusion scolaire, je suis quand même très critique par rapport à ça. Parce que l'inclusion, oui, parce que malgré tout, je pense que ça m'a donné une grande force, d'énormes capacités d'adaptation. Ça m'a permis aussi, bien sûr, et ça c'est très riche, d'évoluer au milieu des autres, voilà, d'être intégré au milieu des autres, d'avoir des amis valides, enfin voilà. Mais c'est quand même un parcours que je ne souhaite à personne parce que j'ai vécu des moments extrêmement difficiles et je trouve que pour un enfant, être confronté seul à de telles difficultés, c'est pas juste, quoi. Et moi, je pense aussi qu'un enfant, il a besoin parfois d'être en contact avec ses pairs, avec des enfants qui lui ressemblent, qui rencontrent les mêmes difficultés. Moi, je n'ai eu cette possibilité. Et je fais d'ailleurs un lien avec une autre des émissions que vous avez enregistrées, avec Boris Dex. Il se trouve que ça fait partie des premières personnes déficientes visuelles, en dehors de mes frères et de l'accordeur de piano, que j'ai rencontré. J'avais 17 ans et on a fait un stage d'informatique en Autriche, à Graz, qui était adapté aux déficients visuels. Et alors là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais, à part ceux qui voyaient rien du tout, j'étais quand même parmi ceux qui voyaient le moins. Et ça a été un choc quand même, parce que moi, comme je vous disais, j'imaginais que je voyais. Je voyais mal, mais je voyais. Puis voilà, des gens aussi comme Boris, qui étaient déjà très au fait de l'informatique, alors que moi, je découvrais complètement. J'ai eu mon premier matériel informatique juste après le bac. J'ai eu donc le fournisseur de matériel m'avait envoyé un formateur pour 2 jours. Je ne comprenais rien à ce qu'il me racontait, mais absolument rien. Il me disait d'aller dans le fichier lisez-moi.txt et je me demandais pourquoi il avait fait un fichier lise et moi. Et donc quand je suis arrivée à ce stage d'informatique en Autriche, je me suis retrouvée non seulement avec des gens qui voyaient mieux que moi, qui maîtrisaient mieux l'informatique que moi. Et le premier jour, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et puis au final, ça a été très très riche. Enfin, j'ai fait vraiment de très belles rencontres. Et puis j'ai appris vraiment les bases de la base de l'informatique, mais qui m'ont servi par la suite et qui m'ont permis d'aller plus loin. Voilà, l'entretien avec Lise s'arrête là, mais nous la retrouverons le mois prochain pour la suite de son parcours. Sachez juste que Lise réalise un podcast nommé Série Noire pour une canne blanche.
Mais de ça aussi, on en reparlera dans une prochaine émission. On parle podcast, la transition est parfaite, puisque maintenant on enchaîne avec La Peau, le podcast proposé par Valérie. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles, une émission pensée et co-réalisée avec des familles touchées par la déficience visuelle. Valérie, c'est à toi. Amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans La Peau, votre rendez-vous de l'actualité des podcasts. On connaissait le goût des Français pour la radio, on découvre leur engouement pour l'audio. Voilà, c'est fini. La cloche a sonné, on troque le maillot de bain et les tongs contre un col blanc et un nouvel agenda. C'est la rentrée quoi. Et il faut reprendre le chemin du boulot. Dur. Alors, à l'heure de la reprise, La Peau a eu envie de vous permettre de jouer les prolongations et de repartir sur la route avec le podcast éponyme. On repart donc, et pas avec n'importe qui. Hello Sébastien. Hello Valérie. Vous avez certainement reconnu Sébastien Roblin de l'association Résonance qui présente et réalise l'Imaginoire que vous avez en ce moment même entre les oreilles, mais aussi l'émission Sur la route, une sorte d'arrière-tente qui aurait roulé sa bosse. Sur la route est née en 2013 et a fêté en juin son numéro 100. Une centenaire donc sur la route, mais qui sillonne avec toujours autant de chaleur et d'engagement des chemins de traverse. Car Sur la route est une émission buissonnière, consacrée aux alternatives d'ici et d'ailleurs, où Sébastien Roblin tend son micro à des citoyens engagés qui font part de leurs entreprises. Attention, au sens noble du terme et pas au sens libéral. Ah, que nenni. Au contraire, Sur la route est une émission qui permet d'avancer des idées, des projets sur le champ de l'écologie, de l'économie solidaire et participative, de l'habitat partagé, de la culture hors les murs, de la pensée libertaire. Sur la route relaie des initiatives locales, principalement en Drôme-Ardèche, mais pas que. On s'engage aussi du côté de Grenoble, Nantes, Paris, en Alsace et même jusqu'au Sénégal. Il s'en passe sur la route. On fait des allers-retours avec des invités qu'on retrouve comme Stéphane rencontré épisode 8 et qu'on recroise 4 ans plus tard. Ou encore le philosophe forain Alain Guyard dont on écoute la verve épisode 32 et 74. On campe épisodes 54 et 55 sur les ronds-points avec les gilets jaunes. On marche pour le climat épisode 58, 61, 62. On bat le pavé épisode 68 ou 81. Et on fait une pause pipi avec les pisseurs volontaires épisode 64. Et puis, de temps en temps, sur la route, on se fait une toile. Au programme, La Nuit du Chasseur, épisode 85, Il était une fois dans l'Ouest, épisode 93, The Big Lebowski, épisode 94. Sur la route, il y a des toiles donc, et des étoiles aussi, comme l'acteur et réalisateur Jean-François Stévenin, épisode 47 et 48, excusez du peu. J'ajouterai à la liste déjà longue l'épisode 99 consacré à l'association Titane qui propose des actions en faveur des femmes, notamment de l'autodéfense verbale. Et toc, allez-y, partez sur la route qui, vous l'aurez compris, nous parle dès 2013 du monde d'après, mais avec une longueur d'avance. Et une fois n'est pas coutume, La Peau a eu envie de tendre le micro à Sébastien. Évidemment, il était sur la route, alors on l'a eu au téléphone. Il s'est garé sur le bas-côté pour répondre à une interview express. Fissa. Alors, pour commencer, rassure-nous, là, tu es sur la route, certes, mais pas au volant quand même. Eh non, je me suis rangé sur le bas-côté, tu penses bien. Bon, tout va bien alors. Alors, d'habitude, c'est toi qui tends le micro. Merci d'avoir accepté d'inverser les rôles et de m'accorder cette interview pour La Peau. Alors, les auditeurs de l'Imaginoire qui nous écoutent en ce moment même, et on les salue, te connaissent bien. Mais peut-être que, comme moi, ils ont envie d'en savoir un peu plus sur ton autre émission, Sur la route, qui affiche plus de 100 numéros au compteur, dis donc. Alors, comment est née l'émission ?
En fait, elle est née de discussions avec mon collègue Sylvain Lyon. Justement, lorsqu'on faisait des déplacements, on était sur la route et puis on rencontrait par le biais de projets beaucoup de personnalités, beaucoup d'énergie, beaucoup de propositions d'associations, d'alternatives, etc. Et on s'est dit c'est trop bête de pas pérenniser toutes ces rencontres. Et voilà comment est née Sur la route. D'accord, il fallait en garder une trace. Ouais, c'était l'idée. Ouais, parce que alors plus de 100 émissions, ça fait quand même un paquet de rencontres. Tes invités, justement, comment ça se passe? Ils viennent à toi ou c'est toi qui vas à leur recherche, en quelque sorte? Très majoritairement, c'est nous qui faisons des recherches sur ce qui se passe sur le territoire proche ou plus lointain. Et également, ce qu'on laisse aussi comme possibilité, après avoir rencontré des gens, c'est qu'ils nous proposent à leur tour d'aller rencontrer d'autres gens de leur cercle, de leur entourage ou des initiatives que eux aiment bien et voudraient valoriser. Donc il y a une idée de passage de relais aussi qui s'effectue. Donc, amis auditeurs de l'Imaginoire, salut. Et si vous avez des propositions à faire à Sébastien pour Sur la route, n'hésitez pas. Ouais. Alors, Sur la route, justement, ça peut évoquer le titre d'un bouquin de Kerouac, mais pas que. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce titre? Qu'est-ce qu'il dit de la démarche, de la philosophie de l'émission, enfin, en tout cas, de l'esprit de Sur la route? Alors au départ, c'était vraiment parce que on se déplaçait beaucoup et on avait de grandes discussions sur la route. Mais petit à petit, s'est décidé une autre signification pour moi qui me paraît un peu plus profonde. C'est-à-dire que les gens qu'on rencontre proposent des alternatives et en sont arrivés à proposer cette alternative parce que parfois et souvent en fait, parce que c'est ce qu'on interroge aussi, c'est leur parcours et peut-être arrive un moment leur pas de côté. Et à partir du moment où je pense que tu fais un pas de côté et que tu prends un chemin un peu de traverse, une autre route, tu reviens pas en arrière et il y a une nouvelle route qui se crée pour toi et tu vas aller au bout de ton idée. C'est également l'idée que il y a pas vraiment cette idée d'arriver quelque part, pas vraiment arriver à un moment tu seras arrivé justement, pas cette idée de réussite. Je pense qu'il nous pollue beaucoup l'esprit. Et en fait, le voyage est peut-être plus important que l'arrivée. Voilà, donc sur la route, ça exprime ça. Bon, écoute, on touche la fin de notre entretien. Je te remercie. Et puis, pour conclure, je te souhaite bonne route alors. C'est reparti pour une nouvelle saison de Sur la route. Le prochain épisode sera en rapport avec la déficience visuelle d'ailleurs. Comment deux déficients visuels se rencontrent, qui nous racontent leur rencontre. Voilà. Et ça, moi, j'ai pas eu vraiment l'occasion d'en entendre parler jusqu'à présent. Donc, si t'es pas satisfait parce que t'as pas l'offre, tu la crées toi-même. Et ça fait partie du jeu aussi. Donc, c'est un excellent pont, justement. Enfin, c'était un peu le but de cet entretien, faire un pont entre l'Imaginoire et Sur la route. Donc, on invite tous les auditeurs de l'Imaginoire à se brancher sur la route pour la prochaine et pour les autres et pour celle d'avant dont on a largement parlé dans la peau et que je les invite à découvrir parce qu'il y a vraiment de quoi se mettre entre les oreilles. Super, merci. Salut. Allez, salut. Voilà, la pause c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouvel épisode. Et par la magie de la bidouille radiophonique, je reprends le micro, afin de remercier Lise, que l'on retrouvera donc pour la suite de son entretien dans l'émission d'octobre. Mais également à Valérie pour la qualité de son boulot et puis pour le coup de projo. L'Imaginoire à l'écoute des familles est une émission pensée et co-réalisée avec des familles touchées par la déficience visuelle. Si vous êtes concerné de près ou de loin et que vous cherchez à prendre la parole, contactez-nous par mail l'imaginoire@lilo.org, par Facebook au facebook.com/l'imaginoire ou en contactant votre radio qui nous passera le message. L'Imaginoire est une émission accompagnée par l'association Résonance et soutenue par la CAF Drôme. Je vous dis à dans un mois
pour une prochaine émission.